c'est la bataille des récits, c'est la guerre de la communication. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre sans guerre de la communication. Tout à fait. La guerre de la communication aujourd'hui est... Permettez-moi de le dire. La victoire militaire aujourd'hui se confond avec la victoire en matière de communication. Vous remportez la bataille de la communication, vous avez gagné la guerre pratiquement. Vous voyez comment l'OTAN en Ukraine réduit la guerre à une guerre de narration, à une guerre de perception, pour essayer de prendre la Russie à l'usure, et remporter le conflit. Bon, heureusement, les Russes sont très bien préparés, ont préparé très bien leur événement, et il y a une conjonction géopolitique mondiale à laquelle l'Occident ne comprend plus rien, parce que c'est totalement différent de tous les schémas qu'elle a construits. C'est complètement différent de ses traditions géopolitiques et de ses schémas géopolitiques. Prenez simplement l'exemple de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, qui aujourd'hui est la risée de tous quant à ses prédictions sur l'effondrement de l'économie russe en quelques semaines. Moi, je suis heureux que Parfendom ait ramené le débat à son vrai niveau, à savoir rejeter d'abord les récits qu'on nous propose. Vous ne pouvez pas décrire, vous ne pouvez pas guérir un mal en faussant son diagnostic. Pour répondre à votre question, l'analyse de l'évolution du phénomène terroriste dans le Sahel ne peut pas être la même chose pour nous, Africains, panafricanistes, que la France, par exemple, et l'OTAN. Leur lecture de la question terroriste est diamétralement opposée à la nôtre, et c'est logique. Pour la simple raison que ils ne viendront pas vous dire que ce sont eux qui organisent, qui parrainent, qui financent, mais qui protègent les terroristes. Ils ne vont jamais venir vous l'avouer, mais ils vont plutôt passer le temps à pointer Wagner, à dire que le mal par excellence c'est Wagner. Et comme ils tiennent pour une bonne part encore l'essentiel des cordons de la bourse au niveau international, ben, à partir de là, ils obligent le gouvernement à nuancer et à faire langue de bois sur les questions aussi importantes, n'est-ce pas, que la question du terrorisme et la manière d'assumer son alliance avec la Russie. Donc, s'il faut analyser l'évolution au Sahel, le premier indicateur du fait que l'Afrique, c'est-à-dire les trois États, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, pour ne citer que cela, ben je veux dire l'Afrique, puisque ce ne sont pas les problèmes de ces pays-là, ce sont les problèmes de tous les Africains. Le principal indicateur, c'est le départ de la France et de la MINUSMA. Moi, je me démarque toujours des lectures faciles. La situation. Si vous voulez analyser sérieusement, une véritable analyse digne de ce nom va commencer par comprendre que si nous voulons analyser correctement l'évolution du phénomène terroriste dans le Sahel et son atterrissage au futur, c'est commencer par analyser la situation de la MINUSMA et de la France. Vous ne pouvez pas faire comme si ce n'est pas un événement, le fait pour la France, de passer à un statut où hier, il était accueilli comme un roi. Vous vous rappelez M. Hollande à Tombouctou, comme un roi, et une situation aujourd'hui où il porte ses militaires sur la tête et il ne sait pas où aller. C'est pas la même chose, Fabrice Ndom. Vous ne pouvez pas faire comme si aujourd'hui, le fait que la MINUSMA soit obligée de partir et accéder à la demande de l'État malien que monsieur, vous partez, comme étant quelque chose d'insignifiant, de banal. Non. On est là au cœur de la question terroriste. Donc, ça commence par là. La manière d'analyser la question terroriste. C'est ce que moi je dis ici depuis des années. Et nous avons été les premiers ici à le dire. Ça nous a coûté ce que ça a coûté. Aujourd'hui, tous les éléments convergent. Aujourd'hui, maintenant, pour démontrer que la condition pour vaincre le terrorisme, c'est de d'abord renverser la bataille hégémonique en matière d'explication et de narration du récit terroriste.
quand l'État du Mali va porter plainte à l'ONU. C'est pas un jeu. Vous avez écouté le Premier ministre Fodé Maga, je vais mettre plusieurs fois parler. Ouais. Est-ce qu'à partir de ce qu'il a dit, on ne connaît pas le rôle que joue la MINUSMA, le rôle de la France, et à travers la France et la MINUSMA, de l'OTAN et la communauté internationale autoproclamée, dans la question terroriste, et que tout le monde sait que toutes les richesses de tout le Sahara, là, jusqu'au golfe de Guinée, c'est l'avenir du monde, tout se joue là-bas. Et c'est compliqué à savoir. Les scientifiques viennent de démontrer que, tout à l'heure, que le prophète demandait si, est-ce qu'il y a, c'était d'abord une mer. C'était une mer et tout. La science, les scientifiques aujourd'hui, en attendant l'étude de contrôle, démontrent que tous les 21 000 ans, le Sahara passe de désert à un endroit, à la mer, d'un endroit vert, etc., etc. Tous les 21 ans, ça change. Donc, comme maintenant, là, après 21 ans, ça va revenir. 21 000 ans, merci. 21 000 ans. C'est-à-dire, ça va devenir à une situation où il y aura de l'eau partout, il y aura la verdure partout, etc. Ça sera plus un désert. Je vous ai parlé ici du fait que le Mali, là, si tous les pays de la terre n'ont pas l'eau, le Mali fournit l'eau à toute la terre. Oui, pendant 200 ans. Mais est-ce que vous mesurez les enjeux? Est-ce que les gens mesurent même les enjeux pour croire que le phénomène terroriste, c'est une affaire qu'on va expliquer en disant que non, les gens sont fâchés, les gens sont énervés, on les va gérer, machin, comme ça, et ils prennent les armes. Mais si c'est comme ça, tous les pays du monde seraient en guerre. Ah oui. Tous les pays du monde seraient en guerre. Pourquoi les Français ne prennent pas les armes contre leur pays? Pourquoi les Bretons, avec la question de la Corse, les Occitans, ouais. C'est pas les Bretons, toutes ces ethnies françaises, alors là, tu ne prends pas les armes contre leur pays. Pourquoi? Pareil aux États-Unis. Vous comprenez combien d'États américains on dit qu'ils veulent faire sécession? Ça va, on n'en parle pas. Hein? D'États américains. 2000 mouvements sécessionnistes aux États-Unis. Ça, on n'en parle pas. C'est 2000. 2000 mouvements sécessionnistes. Pour vous dire donc que s'il y avait une puissance dans le monde actuellement supérieure à tout point de vue aux États-Unis, mais que ferait cette puissance? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle devait choisir 2, 4, 5, 6, 8 financer aux États-Unis, les États-Unis éclateraient, on dirait que non, vous êtes mal gouverné, c'est parce que votre pays est mal géré, parce que vous mettez les drogués au pouvoir, vous avez des dérèglements mentaux que vous mettez au pouvoir, etc. Le même narratif se reprendrait et tout et tout. Même chose aujourd'hui. Pourquoi on ne dit pas ça des États-Unis? Non, vous oubliez l'Espagne. Avec la question de la Catalogne. Ouais. Qu'a dit l'Union européenne? Un gars élu démocratiquement, Carles Puigdemont. Et aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve. L'Europe a dit, on ne discute pas de l'unité de l'Espagne. On ne parle pas de ça ici, on ne dit pas. Toi, tu as été élu là. L'Espagne a dit, mais celui-là, on peut le voir ici. Il est de pays en pays, Carles Puigdemont. Qui parle de lui? Bon, renverser la chose. Imaginez-vous qu'il était africain. Il ne serait pas le héros du monde entier aujourd'hui. Comme balade partout à l'ONU, partout pour dire que non, voici le symbole de la liberté. Juan Guaido, vous en souvenez? Voilà, les Juan Guaido et consorts. Non, de manière plus claire, je commencerai par, dans cette logique dont il faut donc renverser la nomenclature des récits. C'est là où tout se joue. Tous les empires de l'histoire ne sont jamais tombés parce qu'ils voulaient. Jamais. Avant de tomber, ils se sont battus comme pas possible avant de tomber. Mais ils tombent toujours. Allez chercher pourquoi les empires tombent. Qu'est-ce qui fait que les empires tombent? Quand vous analysez la chute de tous les empires et que vous dégagez les lois historiques de la chute des empires, venez plaquer ça sur la situation de nos relations avec la France et de l'Occident. Vous allez voir si à moyen, court, moyen, long terme, on ne peut pas parier sur la chute de ces empires-là. Ils ont parié. Parce que les mêmes conditions qui ont fait la chute des empires hier sont les mêmes conditions qui sont en train de faire la chute de l'Occident en général et de la France. Parce qu'ils utilisent les mêmes méthodes que les empires d'hier. Tout empire qui est basé sur l'oppression finit par tomber. Parce que l'oppression que tu infliges à un opprimé finit par te contaminer, par te défigurer, par gangréner même ton socle matriciel sur lequel tu as bâti ta puissance. Je suis en train de résumer, c'est les lois fatales des empires. Les Français n'y échappent pas à l'heure actuelle. L'Occident n'y échappe pas. Tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, c'est la France et la MINUSMA qui sont en train de faire la guerre à l'État malien. C'est par la Zawad.
ni le GSIM. Si on prend les deux factions principales, il y a d'autres groupes, mais voilà les deux factions qui se sont dégagées de façon principale. Ce ne sont pas ces deux factions qui sont en train de faire la guerre à l'État du Mali. C'est la France et le groupe GSIM. Le groupe de soutien à l'État islamique. À l'État islamique. Ouais. Voilà, ce ne sont pas eux. Vous commencez à dire que ce sont eux, vous entendez le fausser le récit. Et la France veut ça. La France veut que le président de l'OTAN a dit, la France, qu'est-ce que dit la France? Je veux parler de l'OTAN et des Américains. Tout à l'heure, Parfois bien soulever les bases américaines qui sont restées au Niger actuel. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Les Américains sont extrêmement dangereux. Ce ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis, les Américains. Ça peut leur faire plaisir, c'est de marquer de la France. Mais ils veulent seulement prendre le leadership. Là, ils n'ont pas le leadership. Mais pour continuer à faire pire. Et une fois que la France accepte que bon, lui, reprenez, vous êtes les grands frères, ils travaillent ensemble. Donc, croire qu'actuellement, là, les Américains et les Français ne travaillent pas ensemble sur les questions du Niger, du Mali, du Tchad et du Burkina Faso, c'est être un gamin. Ils travaillent ensemble, alors on parle, ils travaillent ensemble. Les Américains travaillent avec les Français, à la différence que maintenant, les Américains ont dit, écoutez, c'est terminé la sous-traitance. Nous, on prend les choses en main. À Linton, ils travaillent avec Paris. Washington travaille à Paris, là. Washington est le garant en chef des terroristes. Lui, c'est Washington. C'est les Américains. Donc, il ne faut pas qu'en nous écoutant, on te dit que mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ces gens-là. Ils sont encore à un niveau où on voulait. Alors, même il faut dire que bon, au niveau où ils sont là, mais il faut les encourager. Il faut qu'on diffuse ce qu'ils disent. Parce que vous ne touchez pas le vrai sujet. C'est-à-dire que là où ils estiment que non, si tu es arrivé ici, là, tu as bien compris ce que nous sommes en train de faire. Donc, tout le monde sait que l'amenuisement et la France, dans les conditions de leur départ actuel, ont juré la perte de ces pays-là. Ça, c'est acquis. Je suis d'accord, pas fait là-dessus. Ils ont juré. Mais la question est de savoir, parce qu'ils ont juré, ils vont gagner. Moi, je dis non, ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. Vous êtes péremptoire là-dessus, président. Mais, vous ne perdez pas le petit combat pour gagner les grands. Hein. Vous ne perdez pas le petit combat pour gagner les grands. La France est fière de partir, officiellement. Sinon, pourquoi elle est venue officiellement? Si la posture, est celle qui l'arrangeait, pourquoi elle est venue officiellement? Pourquoi elle a envoyé les terroristes pour venir après? Non, c'est parce que c'est sa présence là, comme c'était hier, qui garantit les intérêts de la France et son prestige. Oui. La position dans laquelle la France se trouve, avec l'aménagement, est la pire chose qui puisse leur arriver. Là maintenant, ils sont dans la bataille du désespoir. Ils sont plus dangereux en ce temps-là, oui. Mais ce n'est pas pour la raison pour laquelle ils vont gagner. Ils vont perdre cette bataille. Parce qu'il y a une question du sens de l'histoire dans une bataille. Et même si on va au-delà de l'incantation, de la convocation, c'est un peu du sens de l'histoire. Aujourd'hui, les conditions géopolitiques ne sont pas à leur faveur comme hier. Ce ne sont pas à leur faveur. Hier, il n'y a pas l'alliance de 3 États du Sahel. Ces États n'avaient même pas compris qu'il faut qu'ils soient alliés. Ils ne voyaient même pas l'importance. Ils ne voyaient même pas l'importance. Ils ne voyaient même pas l'importance d'une alliance globale. D'aborder globalement la question du terroriste. Quand il abordait globalement, c'était pour aller commander l'argent dans le cas de G5 Sahel et dire pardon, venez nous financer. En passant par le biais de qui? De Paris. Qui demandait à lui de lui donner l'argent pour que Paris gère et les finances. Extraordinaire. Donner l'argent aux pompiers, pyromane. Il a allumé le feu, et donne l'argent de venir éteindre le feu. Vous savez ce que ça veut dire? La raison pour laquelle il a mis le feu chez toi, il donne l'argent, on dit que vient éteindre. Mais il a gagné. Le G5 Sahel est mort. De sa belle mort. Cette alliance qui est née de la prise de conscience panafricaniste. Du fait qu'il est nécessaire qu'on se donne la main. Parce que le gigantisme du désert, comme a dit Parfait, vous pouvez dire que c'est très gigantesque. C'est très long et très vaste le désert. Nous impose à minima que nos États se donnent la main. Aucun État là ne va s'en sortir. Pour contrôler la zone de 3 frontières, on est obligé de se mettre ensemble. Cette prise de conscience va très vite. Parce que ces États-là eux-mêmes, si eux ils n'avancent pas, ils vont tomber. Ils le savent mieux que nous. L'indicateur majeur, c'est quoi? C'est que Assimi Goïta, le président Assimi Goïta, avait programmé les élections, non? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Repousser. Alors? Pareil au Burkina Faso. Nous on l'a dit ici, avec Bertrand, au Niger, il n'y a même pas de rendez-vous. Je vous dis que nous on l'a dit ici avec Bertrand, que vos affaires que vous faites là, votre constitution, que vous avez fait, vous dansez là que machin démocratie. Non, nous ça nous fait rire.
Vous ne mesurez même pas ce qui vous attend, ça nous fait rire. Mais président, on est même allé très loin. On est allé jusqu'à dire que il n'y a même pas de date à fixer pour la fin d'une transition. Mais qui fixe les transitions? Président. Qui fixe les transitions? Tout à l'heure, tu es dans une situation que tu es en train de démontrer là. Tu fais quelle élection? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu fais quelle élection? Pourquoi? Donc les choses sont claires, il a compris, ils ont compris. Ils ont compris que mais ça fait rire, c'est amusant. Faire des élections là, comment? Faire les délais de transition, c'est montrer que les Occidentaux vous contrôlent, que c'est eux qui sont au contrôle de la manœuvre. Parce que justement, ils ne veulent pas qu'il y ait des transitions sérieuses. Oui. Où on met sur la table les questions du pays, on donne du temps pour les régler. Il faut la farce électorale des colonies. Et ramasser des abrutis, mettre le président qui vendent le pays partout. Les bazoum. Donc vous voyez très bien cette affaire-là. C'est-à-dire que l'avènement de l'alliance des trois États, ce n'est pas un jeu. Cette alliance va s'agrandir. Cette alliance est une alliance globale. Ne faites pas comme si la Russie n'est pas impliquée là-dedans. Arrêtons ça. On n'est pas là pour obéir aux Occidentaux qui maudissent Wagner partout. Moi, je suis Wagnerien, je m'en fous. Il faut arrêter ça. C'est quoi cette affaire? Ils ont les mercenaires partout. Personne ne demande les comptes. Mais quand c'est nous, les dirigeants tremblent comme ça que nous, on ne dit pas Wagner. On ne dit pas Wagner. C'est seulement la nuit. La nuit, quand on dort, on a pas de dire oui, Wagner. Le jour, on dit non, non, non. C'est quoi? C'est quoi? Monsieur, on est en alliance avec la Russie et tous les outils de l'alliance globale avec la Russie, on l'assume parce qu'on est en guerre. Et moi, je vais vous dire un autre enjeu majeur ici. Alliance globale veut dire que la puissance qui va s'allier avec un pays qui n'est pas une puissance, et ils sont égalitaires. Parce que l'alliance globale veut dire que la puissance a compris que sa sécurité elle dépend de son alliance avec toi. À partir de cette base-là, monsieur, moi je vous dis ceci. La Russie sait que si elle perd la bataille du terrorisme, elle n'a plus de crédit en Afrique. Oui, et on évoquera le second sujet tout à l'heure où il y a davantage cette alliance globale, cette fois-là de l'OTAN qui est organisée pour mettre à mal la Russie au Sahel. Mais c'est là, non? Attends, au Sahel, c'est qui est là? C'est pas l'OTAN qui est là? Tout à fait. Que fait l'Amérique? Ah bah, j'avais deux bases. L'Amérique fait quoi là? Oui, c'est quoi? Vous avez oublié la visite de monsieur Volodymyr. Non, monsieur Antonio Guterres ici, au Niger. Une fois qu'on a chassé la France du Mali, il est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pour préparer le repli des... Non. Pour l'internationalisation de l'armée du Niger. Vous n'avez pas oublié ça? Donc, otaniser. Il faut otaniser l'armée du Niger. C'est ce qu'il avait dit. Les choses étaient claires. Bon, pourquoi M. Guterres veut le secours de la France qu'on chasse la France? Pourquoi? Vous comprenez le lien dialectique entre la MINUSMA et les troupes françaises. Vous comprenez pourquoi leur départ, c'est-à-dire que leur départ pour eux, ce sont les deux groupes là maintenant qui donnent les armes. C'est-à-dire pas fait l'a dit. Ils transfèrent directement leurs armes aux groupes terroristes. Et d'ailleurs partout, on est surpris aujourd'hui du caractère neuf des armes des groupes terroristes. 9! Le stock, ça vient d'où? On a développé ça quand? Peut-être que ça vient de... Peut-être, c'est la France et la MINUSMA qui donnent les armes. C'est la France et la MINUSMA qui transfèrent les armes. C'est un transfert. Ils ont fait ça par le passé. C'est ce que Maga vous a dit. Posons de bonnes questions. Commençons par la base. Comment n'était pas la Zawad là, ça est nomade ou non? Pourquoi ils veulent un territoire sédentaire, subitement? Mais vous, je vais prendre une question simple. C'est une très bonne remarque. Je ne suis pas anthropologue. On dit qu'ils sont les nomades. Mais parfait, un nomade, c'est pas quelqu'un qui marche tout le temps. Tout à fait. Qui voyage tout le temps. Bon, pourquoi subitement leur sédentarité devient un enjeu majeur? Parce qu'un territoire veut dire que vous allez vous sédentariser. Tout à fait. C'est-à-dire, comment ils vont changer une culture millénaire de nomadisme en un temps record pour une sédentarisation de quelque part? Il y a un problème. Cette transformation culturelle en un temps de corps comme ça amène à réfléchir. On voit plus clair. Deuxièmement, il y a un discours actuellement qui est à la mode. Ce discours-là, ça vient de la France et ses alliés. À savoir qu'on mobilise tous les sous-marins de la France pour dire que non, depuis que les militaires arrivent au pouvoir, il n'y a jamais eu autant montée en puissance des attaques terroristes. Tout à fait. La France, matin, midi, soir, fait les communiqués là-dessus, matin, midi, soir. Les officiers français font les communiqués là-dessus, matin, midi, soir. Et quand Mahmoud Diko sort pour dire qu'il va faire une marche, à quelle date le 13 octobre. Ce n'est pas le hasard, c'est très bien coordonné. C'est très bien coordonné. On veut démontrer que sans la présence française et
la présence des forces onusiennes, il est impossible de venir à bout des terroristes. Et que sans eux, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut déconstruire ça, c'est pas compliqué à déconstruire. Mais si la France et la MONUSMA m'a réuni, on fait pratiquement 14 ans pour lutter contre les terroristes, et qu'ils partent 2 jours après, il y a une montée en puissance des attaques terroristes, ça veut dire quoi? Mais est-ce qu'on peut raisonner? Ça veut dire quoi? Si on raisonne un peu. Mais ça veut dire qu'ils ont passé le temps à les protéger. Vous voyez comment, à travers les narrations, on vous prend pour des naïfs, pour des enfants? Elle dit que quelqu'un veut transformer une réalité devant toi. Elle dit que quelqu'un veut dire que non, depuis que nous ne sommes plus là, depuis que les putschistes sont venus au pouvoir, vraiment, les terroristes sont plus puissants, les têtes sont mutuelles. On vous dit que là maintenant, il y a un think tank. Là, on trouve le think tank. Tu entends cercle stratégique de lecture du terrorisme. Tu entends ONG qui est dédicacé à la lutte contre le terrorisme par la réflexion stratégique, des choses comme ça. Vous dites que non, les attaques sont multipliées par plus de 1000. Et Mamoudou Koulou vous dit qu'au nom d'Allah, le pouvoir civil, il va marcher. Bon, on ne s'inquiète pas, hein, on va le gérer. C'est-à-dire que peut-être il est devenu un peu vétéran. Son visage, le terroriste, est en train de tomber. Il sera traité comme tel. Donc on n'a pas à s'attarder sur lui. Donc, on voit très bien que pendant 14 ans, depuis 2013, depuis la présidence de la MONUSMA, dont le mandat était clair, éradication des terroristes. Le mandat était clair. Toi, tu as fait plus de 10 ans, 5 ans quelque part, avec un mandat précis. Et dès que tu te retires, ce pourquoi tu es venu et contre lequel tu devais lutter, multiplie les attaques. Toi, tu attribues ça directement au pouvoir en place. Comme toi, tu n'es plus un régime civil. Voilà pourquoi les terroristes sont fâchés. Les terroristes aiment les régimes civils. Les terroristes aiment les régimes élus démocratiquement. Comme toi, tu n'es pas élu démocratiquement là. Les terroristes sont fâchés, ils attaquent toujours. Donc il y avait un deal entre les terroristes et le régime civil. Il y avait un deal entre les terroristes et la MONUSMA et la France. Dès qu'ils s'en vont, ils s'énervent. Non, ça veut simplement dire qu'ils protégeaient, ils les finançaient, ils les encadraient. Ils leur suggéraient des actions. Ils ne suggèrent pas, ils faisaient avec eux. C'est maintenant alors que la vraie guerre est en train de commencer. Et ils vont la perdre. Je reviens sur la question de Touareg. Parce qu'on nous a servi une phase. On dit que non, les Touaregs sont dans une revendication d'autonomie. Ça dit que vraiment, depuis 1962, d'ailleurs ça a commencé en 1962, le soulèvement de 2012 était seulement, c'est-à-dire que n'est qu'une reprise d'un vieux soulèvement, d'un vieux problème historique. Vous savez aujourd'hui qu'ils défilaient quand ils prétendaient que le République est sécurisée à Kidal, là, quand on interdisait à l'armée malienne d'entrer à Kidal, quand la France interdisait à l'armée malienne d'entrer à Kidal, et qu'on faisait le défilé de la naissance de la Zawad, devant qui on défilait? Dites-le nous, président Manakani. Vous ne savez pas, hein? Devant l'ambassadeur de France. On défilait à Kidal pour célébrer l'avènement de l'état de la Zawad là. Après que la France ait interdit à l'armée du Mali d'entrer à Kidal, la vocation politique d'Assimi Goïta vient de là. Il vous l'a dit lui-même. Il n'y a même pas un mois. Sa vocation politique vient de là. Il dit que mais, je suis où là? Oh, une armée étrangère m'interdit d'entrer là, m'interdit une partie du territoire de mon pays, alors que moi je viens combattre les terroristes en croyant que c'était mon allié. C'est depuis le jour là qu'Assimi Goïta commence à réfléchir que nous devons sauver notre pays. L'heure est très très grave. Monsieur Ndoum, les gens de la Zawad défilaient devant la France. C'est que l'autonomie ça. Voilà les gens qui veulent être indépendants. On pensait qu'ils voulaient être vraiment indépendants pour assumer l'indépendance. Mais quand on l'observe, ils ne sont même pas encore indépendants. L'armée française a simplement créé une enclave où elle interdit à l'armée malienne d'entrer parce que l'armée malienne était à terre, comme on dit, d'entrer. Et les gens défilent, disent qu'on est indépendant sous la protection de la France en défilant devant l'ambassadeur de France. C'était un territoire d'outre-mer de la France. La Zawad est une organisation d'outre-mer française. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas leur faire des cadeaux. Ils sont plus des Maliens. Je dis qu'ils sont plus des Maliens. Il faut le dire haut et fort. Et avant le déclenchement de cette affaire, monsieur,
Revenons sur les Toumani Touré. C'était un militaire, non? Le général Toumani Touré, avant qu'il ne soit à quelques heures de son emplacement, il avait tout cédé aux Touaregs en termes d'autonomie. Est-ce que vous le savez? Il avait tout cédé. Il venait de signer une nouvelle charte de décentralisation où il a fait des concessions pas possibles aux Touaregs. La question est celle-ci. Pourquoi c'est à ce moment qu'on le renverse? Pourquoi ce moment où M. Toumani Touré, je pense, il est décédé, non? Paix à son âme. C'est important. Paix à son âme. Ses enfants les écoutent. Pourquoi c'est au moment où il accorde le plus d'autonomie aux Touaregs qu'on lui fait un coup d'État, que Sanogo lui fait un coup d'État? Parce que la France soulève quelqu'un qui ne veut pas... Non, ce sont les Américains et les Français. On manipule Sanogo pour aller faire le coup d'État. Vous voyez que de bout en bout, tout est programmé. Après, on vous raconte l'histoire que la Zawa... C'est quoi ce genre de folie là? La Zawa, c'est quoi? Tout est programmé. Tout a été programmé. Les séquences sont claires. Il est renversé par ce coup d'État. Vous connaissez la suite des événements. Djokou de Traoré. Les djihadistes qu'on a armés entre guillemets. Vous voulez que je revienne sur le deal qu'il y a eu en Libye? C'est pas vous qui avez dit. Ce sont les services secrets français qui vous le disent, monsieur. Mais on est même dans quel monde? Ce sont les services secrets français qui nous ont informés qu'on a dealé avec les gars de la Touareg, des Touaregs et des djihadistes. Les Touaregs venaient d'abord, on finit le cas Kadhafi. Dès qu'on finit avec lui, vous êtes indépendant. Sauf que les Touaregs ne sont pas allés lire l'histoire des Kurdes par exemple. Ça fait combien d'années qu'on promet l'indépendance aux Kurdes? Qu'à chaque fois qu'ils vont aider soit à démembrer l'Irak, entre guillemets, ou la Turquie, vous voulez, ils auront un État indépendant. Mais dès que la guerre finit, on les abandonne, quand on ne les gaze même pas. Les terroristes américains, les forces spéciales américaines, déguisés en terroristes, chaque fois qu'ils ont fini d'utiliser les Kurdes, après ils les bombardent avec les gaz toxiques, ils les gazent, et on oublie les Kurdes dans l'histoire. Et les Kurdes est comme ça depuis des siècles. Donc ils sont allés en Libye s'entendre avec la France et les puissances de l'OTAN. Qu'une fois qu'à la fin, oubliez, vous avez l'indépendance. Et les ligues de la Zavat a commencé à jouer et à danser. Ils dansaient, ils pouvaient dire que non. Maintenant nous aussi on va gérer les ressources. On sera aussi riches comme les gars de Bamako. On va avoir les villas à Paris. On va avoir les dollars et les euros. Tout en demeurant à Zawad. En démarrant des nomades multimilliardaires. C'est la culture ça? Multimilliardaires. Ils ne savaient pas qu'on les manipulait. Une fois que la guerre est finie, qui a mobilisé les djihadistes islamistes? Pourquoi subitement on a fait apparaître les djihadistes islamistes? Ils n'ont rien compris ces gens et ça fait pleurer. C'est ce que la force dans du Sud. Ah non, tu seras indépendant. Non, avec toi c'est bon, avec nous. Dès que tu as posé la victoire, on crée une scission dans ton camp. Et on vous oppose. Et finalement, vous allez faire la paix chez celui que vous combattiez hier, à Khartoum. Jusqu'à aujourd'hui, les deux branches ne sont pas unies, se font la guerre. Les deux branches du mouvement de libération du Sud-Soudan se font la guerre. Mais entre-temps, ceux qui les ont manipulés ont déjà pris le pétrole. Et moins cher. En signant des accords les plus honteux. Dès que la guerre libyenne est finie, les Occidentaux, dans leur cynisme planifié, sont très forts là-dessus, ont déplacé les djihadistes pour venir effrayer les Touaregs. À l'heure actuelle, mon cher ami, ils se combattent, hein? Vous savez ça, non? Les Touaregs combattent les djihadistes. Mais de temps en temps, quand le patron tape la main sur la table, ils s'entendent. On se calme pour ils s'entendent. pousser les intérêts. C'est pour cela que moi j'ai dit... Pour chuter, président, je vous en prie. C'est pour ça que moi j'ai dit... Bertrand tout à l'heure a parlé de l'Algérie. Qu'une partie de la solution c'est l'Algérie. Je suis d'accord. Mais on n'ira pas se mettre... Les Maliens n'ont pas allé à se mettre à genoux devant les Algériens. Ce sont nos amis, hein. Ce sont nos amis. Mais là, ils n'ont pas allé se mettre à genoux devant les Algériens. Ces trois États, en travaillant sérieusement, vont obliger l'Algérie, qui a des intérêts vitaux dans cette affaire-là, à venir comprendre que... On peut comprendre que pour les intérêts de la froideur étatique, à un moment donné, vous dites, ok, pour avoir la paix chez moi, allez là-bas. D'autant plus qu'à l'époque, l'État malien était faible. Ne s'occupait même pas de ces gens-là en disant que non, Paris est là, on a des accords avec la France.
Mais maintenant que les Maliens Et la se lèvent, souveraineté a été retrouvée. maintenant que les Maliens se lèvent, l'État algérien ne peut pas justifier le fait qu'elle fasse la moindre concession à des terroristes. Tous les États sérieux sont d'accord qu'on doit éradiquer les terroristes, surtout pour un État comme l'Algérie. Donc c'est nos amis, mais on leur dit la vérité clairement que dans l'affaire-ci, laissez-nous les accords d'Alger. Mettez-vous avec l'État du Mali, sérieusement, pour éradiquer les terroristes. C'est de cela qu'il s'agit, Fabrice. Et je vais chuter avec quelque chose qui va vous faire rire. C'est amusant, non? Ça va vous faire rire, non? Il n'est pas le matin, midi, soir, on nous dit que les coups d'État sont très dangereux. Oui. Que c'est la chose la plus pire qui arrive. Et que le gouvernement civil, c'est le parangon de la gestion politique. Ok, on est d'accord. Mais pourquoi vous êtes contre les coups d'État? Vous haïssez les coups d'État. Mais vous êtes très à l'aise avec une affaire que vous fabriquez, que vous appelez le groupe politico-militaire. Vous riez? C'est la bataille, mon cher ami. Ça, c'est la bataille de l'intelligence. Ouais. Nous allons les traquer au plus profond de leurs intelligences. Il faut qu'ils soient malins. D'accord. Monsieur Macron est très à l'aise avec le groupe politico-militaire. Aujourd'hui, la France est en train de défendre l'accord d'Alger. La France, dès qu'on dit qu'en effet c'est tombé, la France dit que c'est une violation flagrante des accords d'Alger. Mais les accords d'Alger sont les qui? Mais c'est l'État malien, d'une part. Et le groupe qu'on appelle groupe politico-militaire. Ils sortent d'où? Leur légitimité, c'est quoi? Qui les a élus? C'est quoi ce truc qu'on appelle groupe politico-militaire? Donc, quand les militaires sont politico-militaires, ils sont très bons. Ce sont des génies. Ils ont de l'ambition pour leur pays. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Mais quand ils sont, entre guillemets, coup d'État, ils deviennent le mal de l'humanité. Ils deviennent le malheur des nations. Oh, monsieur, ça passe plus ces choses-là. Africains, réveillez-vous. Merci à vous. Bertrand Tatine, on rassemble avec Patient Parfum d'Homme.